Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par Silicon en partenariat avec Tableau Software. On va tout de suite passer un petit rappel de l'agenda de cette session. D'abord, il y aura une brève introduction que je vais avoir le plaisir de présenter. Je suis Renal Fléchaud, directeur des rédactions de silicon.fr. Ensuite, je passerai la parole à Édouard Beaucourt. Édouard, bonjour d'abord. Bonjour. Qui va nous présenter Tableau Software en quelques mots. Et ensuite, nous aurons une présentation, on va rentrer dans le vif du sujet, j'allais dire, avec Yvan Monnier, qui est Senior Data Analyst chez un grand opérateur télécom, qui va nous présenter finalement comment, chez vous, des amateurs ont pu avoir accès à des données pléthoriques, autrement dit du big data. Et ensuite, on aura bien entendu une session de questions-réponses. Alors, quelques mots d'abord de contexte. Si on regarde le marché de la BI en 2013, finalement, c'est un marché assez dynamique, puisque selon les chiffres du Gartner, on a une croissance de 7,9% sur un an, avec un marché qui pèse plus de 14 milliards de dollars. Par contre, il y a une caractéristique un peu particulière, c'est que contrairement à la plupart des autres marchés de l'informatique, la BI n'est pas, ou plutôt n'est plus, puisque ça l'a été, en voie de consolidation. En effet, derrière le top 5, les autres acteurs connaissent une croissance supérieure à la moyenne, avec une croissance de 12,5%, et représentent aujourd'hui à peu près un tiers du total. Alors pourquoi ce dynamisme? D'abord, s'explique avant tout par la montée en puissance de nouveaux acteurs qui abordent le marché par un biais différent, le biais de la découverte de données et du data viz, des acteurs parmi lesquels on trouve précisément Tableau Software qui est avec nous aujourd'hui. Alors pour Gartner, en fait, on est à un triple point d'inflexion sur le marché de la BI, triple point d'inflexion matérialisé de la façon suivante. La moitié des investissements vont être portés à l'avenir par les métiers, la moitié des nouvelles licences vendues seront reliés à des besoins de découverte de données, précisément. Et la moitié des organisations va étudier le déploiement de la BI via le cloud, au moins pour des besoins tactiques. Selon une autre étude d'IDC, cette fois, d'ores et déjà, 38% des organisations, dans 38% des organisations, les investissements décisionnels sont portés par les métiers et non plus par l'IT. Juste pour rappel, il y a juste 5 ans, cette proportion était proche de 0. En parallèle de cette tendance, on assiste à un engouement sans précédent autour des métiers de la donnée, concrétisé par un buzz autour de ce qu'on a appelé le data scientist, des professionnels qui réunissent un ensemble de compétences leur permettant de donner du sens à de grands volumes de données, les fameuses big data. Alors finalement, ce phénomène est né en 2009, quand Al Varian, qui est économiste en chef de Google, a qualifié le métier de statisticien de job le plus sexy de la planète, ce qui a priori n'était pas gagné d'emblée. Dès 2010, le cabinet McKinsey estimait qu'il manquerait entre 140 000 et 190 000 data scientists en 2018, rien qu'aux États-Unis. Alors ces professionnels doivent cumuler un ensemble assez inédit de compétences, et finalement, on s'en apercevra assez improbable, puisqu'ils doivent à la fois avoir des compétences techniques, mathématiques, statistiques, mais aussi une capacité de communication, de jouer avec des designs, de la visualisation de données, une capacité à comprendre les besoins de chaque métier. Là, on a par exemple sur le slide un graphique qui avait été proposé par un analyste en 2010, qui montrait justement que la data science était à la croisée de plusieurs compétences disjointes. Et 4 ans plus tard, aujourd'hui, on s'aperçoit finalement que les commentateurs et les experts sont beaucoup moins emphatiques sur ce nouveau métier et soulignent désormais plutôt la complémentarité entre les data scientists, des profils plutôt rares, et les business analysts qui sont placés côté métier. D'ailleurs, en clin d'œil, on voit ici la photo du premier data scientist, qui est le commandeur data dans la série Star Trek. Et le commandeur data était un androïde, ce qui prouve finalement qu'être un data scientist n'est peut-être pas aussi évident qu'on voulait bien le croire. Maintenant, je vais passer la parole à Édouard Beaucourt, qui va nous présenter en quelques mots Tableau Software. Je rappelle que vous avez tous la possibilité de poser des questions durant la session via l'interface dédiée. Édouard, c'est à vous. Je vous passe la main. Merci Renal. Alors, merci pour ce constat et toutes ces analyses. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2003, il y a donc 11 ans, ce qui est peu à l'échelle de l'industrie, mais beaucoup à l'échelle de l'industrie du logiciel, 3 personnes sur un campus nord-américain qui s'appelle Stanford ont cru à tout ce changement de marché et cette possibilité de livrer de plus en plus de l'autonomie à des utilisateurs métiers face à des données de plus en plus diverses, variées et nombreuses. Ces 3 personnes, c'était finalement un chercheur en langage de base de données. À l'époque, on parlait SQL, MDX, base de données relationnelle et multidimensionnelle.
Également un chercheur plutôt en graphisme visuel, qui était d'ailleurs un des employés des studios Pixar et qui a co-animé la création de dessins animés multiples et variés. Et un des élèves de Stanford a cru à la compétence et au fait d'allier la compétence de ces deux professeurs pour créer cette approche de requêtage intuitif et naturel d'un utilisateur métier sur une base de données, quelle qu'elle soit et quel que soit le type de données à aborder. Voilà. Cette mission et cette démarche qui a commencé en 2003 à Stanford, eh bien finalement, elle perdure 11 ans après. Tableau Software a exactement la même mission, a exactement la même vision, qui est de permettre à n'importe qui, depuis le statisticien fou, en passant par le contrôleur de gestion, jusqu'au chef de rayon ou jusqu'à la personne qui, d'un point de vue commercial, consomme des données une fois de temps en temps, eh bien cette mission, elle consiste à permettre aux gens, quels qu'ils soient, de voir et de comprendre leurs données de la manière la plus naturelle qu'elle soit. Alors, en 11 ans, Tableau a naturellement eu quelques succès sur ce marché de l'analytique et de la business intelligence. Les 3 grands critères de succès que j'aime rappeler, c'est finalement d'avoir conservé une seule et unique vision et une simplicité dans la création d'autonomie et dans la possibilité de rendre les utilisateurs autonomes, qui a permis aujourd'hui à Tableau d'être plébiscité par les gens qui l'utilisent, côté informatique et côté métier. Deuxième critère de succès important, c'est le succès de nos projets et de nos clients, et je pense qu'Yvan sera un bon témoin de ce sujet-là. La rapidité d'implémentation, la rapidité de retour sur investissement sont vraiment des garants de succès de ce que nous remonte Gartner de la vie de nos clients. Et puis le troisième critère de succès important, c'est l'investissement en recherche et développement. Tableau investit très fortement, près de 25% de son chiffre d'affaires en recherche et développement, ce qui, en ciblant sur un seul et unique métier, eh bien, nous rend plus gros en termes de recherche et développement et en termes d'équipe de recherche et de développement que beaucoup des mastodontes de notre marché, parmi lesquels vous voyez les noms sur la diapositive. Voilà. J'en arrive à cette notion de simplicité qui se décline également dans notre solution et dans notre gamme produit. Nous avons finalement que 3 produits ou 2 produits au catalogue. Un produit de création, qui est une application PC ou Mac qu'on va installer sur son PC ou sur son Mac pour créer une connexion à une source de données, quelle qu'en soit la sorte. On parle beaucoup de big data, mais la base de données ou le fichier Excel qui regroupe de la connaissance font partie également des démarches qu'on sait connecter. Donc on a un outil desktop qui va nous permettre de créer des connexions et de créer un rapport, une analyse, un visuel, un tableau de bord. Et puis ensuite, on va avoir la possibilité de publier et de collaborer sur cette information au niveau de l'organisation ou des départements de l'organisation pour partager la connaissance, aussi pour donner une possibilité à l'organisation de contrôler et de gouverner ce qui est publié, de contrôler et de gouverner des projets, des sources de données uniques, des droits et des sécurités pour chacun. Et puis pour finir, on a toute une approche software as a services et toute une approche cloud qui nous permet aujourd'hui d'avoir une communauté publique très importante, mais aussi maintenant près de 10% de nos clients qui consomment les produits Tableau au travers d'une méthode service et software as a services. Je finis juste avec quelques références clients et quelques-uns des clients qui nous ont fait confiance. Nous avons aujourd'hui 15 000 clients actifs dans le monde, ce qui est tout domaine d'activité confondu, bien naturellement. Au travers de ces 2 modèles que j'ai cités, le modèle où on installe du logiciel chez eux ou le modèle où on leur vend un abonnement sur nos propres services et sur nos propres plateformes. Les références notables, on parle de big data et de grosse volumétrie aujourd'hui, naturellement des gens comme Facebook sont l'une de nos références les plus notoires dans ce domaine. Facebook, c'est 100 Tera de nouvelles données par jour au niveau de leur environnement analytique. Nous avons également eBay, 50 Tera par jour de nouvelles données au niveau de leur environnement analytique, avec un front-end Tableau qui adresse n'importe quel type d'utilisateur chez eux. Walmart également, le grand distributeur nord-américain qu'on connaît pour son gigantisme et là qui utilise Tableau de manière géante pour un nombre d'utilisateurs important, 80 000 utilisateurs chez Walmart, depuis le statisticien fou en passant par le contrôleur des gestions jusqu'au chef de rayon en magasin.
Et puis de manière plus locale, parce que de parler uniquement des références outre-Atlantique ne donne pas une vision claire de la réalité de Tableau en France. La réalité de Tableau en France, c'est une équipe qui adresse tous les jours nos clients, et ce sont surtout des clients, des gens comme Lafarge, avec plusieurs milliers d'utilisateurs dans le domaine industriel, des gens comme AXA également, qui sont intéressants parce qu'ils ont toute une démarche Hadoop et Big Data sous-jacente à leur usage de Tableau. Nous avons également un client qui nous tient à cœur, Réseau Ferré de France, qui fait des analyses de plus en plus fines sur le déchintage et plutôt sur le suivi de maintenance du réseau ferré en France. Et puis, pour finir, je le cite brièvement, mais un opérateur télécom majeur dont la couleur est orange, qui aborde également une variété et des données importantes avec un adressage en manipulation de gens qui sont des amateurs d'un point de vue informatique. Je crois que la transition est toute trouvée. Maintenant, on va passer la parole effectivement à Yvan Monnier, qui est analyste de données au sein d'un grand opérateur télécom, qui utilise Tableau donc, pour de la gestion de qualité de service. Yvan Monnier, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience avec cet outil? Oui, alors tout d'abord, je travaille pour un opérateur télécom qui n'a pas souhaité que je parle en son nom, donc ça sera simplement un échange d'expérience projet. Donc j'ai intitulé ma présentation « Comment permettre à des amateurs d'analyser des données avec Tableau ». Je dirais amateurs dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, les data scientists sont des gens assez rares. Des gens qui comprennent bien le métier, en plus, sont encore plus rares. Donc, ce sont nos équipes métiers qui sont en charge d'analyser les données. Donc, c'est vrai que c'est une chose compliquée. Donc, on a pris... Justement, on a lancé un projet pour leur permettre de le faire d'une façon beaucoup plus facile. Alors, juste pour vous situer, moi je travaille au sein de la direction de la qualité de service qui fait partie de la direction technique. Donc la mission de cette direction, c'est de suivre la qualité, ou en tout cas, et au moins et de l'améliorer si possible, la qualité telle qu'elle est perçue par le client. C'est-à-dire qu'on a souvent dans la partie exploitation des gens qui sont chargés d'une partie de la chaîne, des plateformes, d'une partie du réseau. Donc eux, souvent disent de mon côté tout va bien, et puis quand on interroge le client, il dit pas toujours que ça va très bien. Il dit même assez souvent que ça va plutôt pas très bien. Donc les outils de base qu'on a à notre disposition, ce sont beaucoup de sondages clients, puis les appels des clients, et toutes ces données, on les croise avec les données techniques qui nous remontent du réseau. Donc ça peut être des données de supervision, des logs divers et variés, qui représentent des quantités de données très importantes. Et enfin, déjà au niveau organisation, nos interlocuteurs principaux sont les responsables de qualité de service. C'est-à-dire qu'ils sont en charge d'un service, ça peut être par exemple la télé sur IP, ça peut être la voix sur IP, ça peut être le service cloud, donc c'est plutôt un service dans le sens offre. Et ils utilisent tout un ensemble de données, d'indicateurs, et leur mission est d'identifier entre autres je dirais les points de non-qualité, et de donner les priorités pour les chantiers d'amélioration. Alors ils sont épaulés par des équipes d'experts techniques qui, eux, mènent des analyses en profondeur lorsque des problèmes sont identifiés, pour identifier les causes racines, et une équipe data mining dont je fais partie, qui est une petite équipe de 4 personnes nous sommes en charge de conduire les analyses en partant des données. Alors pourquoi, je dirais, on a discuté, puis on a eu le besoin un peu d'échanger notre expérience, parce que je pense que la plupart des freins sont assez communs à pas mal d'entreprises, en tout cas, je pense que au moins d'une certaine taille, c'est qu'on doit travailler avec des données qui sont très hétérogènes, alors tant dans leur technologie que dans leur provenance et leur localisation, qui représentent des masses de données colossales. Je donnerai des ordres de grandeur un peu plus tard. Et des freins aussi de nature organisationnelle, c'est-à-dire qu'on a une organisation qui n'est pas adaptée au mode exploratoire, c'est-à-dire qu'en général, pour pouvoir suivre certains indicateurs, il faut les définir, il faut faire une expression de besoin. Donc, en gros, il faut déjà savoir ce qu'on veut quand on veut avancer, alors que l'exploratoire, c'est l'inverse. Quand on veut avancer sans savoir où on va,
Et ben, dans la culture d'entreprise, ça ne se passe pas forcément toujours d'une façon très fluide. Une autre considération, ça c'est vu de ma casquette, je dirais, de direction technique, c'est que c'est un métier, le métier d'analyse de données est un métier qui est très connoté, voire j'ai dit préempté par le marketing. Ce qui fait que c'est une approche qui est assez nouvelle dans la direction technique, donc ce qui nous a entre autres posé des problèmes pour avoir, je dirais, l'adhésion à notre projet et notamment les budgets qui vont avec. Donc c'est pour ça aussi qu'on est parti sur un projet de petite taille, mais ça nous a permis aussi d'être rapide. Et enfin, les freins principaux, en fait, ce sont liés aux utilisateurs eux-mêmes. C'est que quand on a des masses de données énormes, les utilisateurs métiers ne sont pas outillés, c'est-à-dire qu'ils se servent la plupart du temps d'Excel et Access pour les plus pointus d'entre eux. Donc on est très très vite limité et donc leur capacité d'analyse en fait est directement limitée par leurs compétences sur les outils. Donc on a le projet qu'on a lancé il y a à peu près 1 an maintenant, c'était au mois de mai 2013, qu'on a appelé QS Explorer. Son objectif, c'était de donner l'autonomie aux responsables qualité pour conduire leurs analyses, en tout cas au moins d'un premier niveau, tout seul. C'est-à-dire sans avoir besoin de solliciter des gens qui ont des compétences en analyse, en data. Donc tout ça, bien entendu, pour gagner du temps et de l'efficacité. Et on s'était fixé, je dirais, 5 principes de base. C'est que ce soit, ça offre un accès complètement transparent aux données. C'est-à-dire que savoir, par exemple, qu'il faut récupérer les données d'une partie du réseau à tel endroit qui sont en Oracle, les parties des données de tel autre endroit qui, elles, sont en fichier plat, mélanger les deux, s'apercevoir que de toute façon c'est trop gros pour être géré dans Excel, même dans Access. Bon, c'était une perte de temps énorme. Donc on s'est dit, on va prendre en charge cette partie, donner l'accès transparent. Il faut que ce soit un outil qui soit graphique, bien sûr, puisque, je dirais, les gens qui savent écrire du SQL, il y en a peut-être beaucoup, mais il y en a encore plus qui ne savent pas. Qui puisse offrir une bibliothèque commune d'indicateurs, qui soit en plus normée, qui nous permettent de contrôler les calculs qui sont faits, qui puisse bien entendu offrir une fonction de mémorisation, c'est-à-dire que lorsqu'on trouve quelque chose qui semble anormal, qu'on puisse le suivre, mémoriser ça pour pouvoir le suivre après au fur et à mesure du temps, voir si la tendance se confirme ou pas. Et puis enfin, qu'il soit facilement interfaçable avec les outils bureautiques, c'est-à-dire que bon, Excel et PowerPoint ne sont pas encore morts, même si Tableau essaye d'y participer. Alors comment ça se passait avant, justement quels freins vous rencontriez au quotidien? Alors j'ai pris un cas d'usage assez typique qui montre les acteurs. Donc on a le responsable qualité de service, les équipes data mining, les équipes d'experts et bien entendu d'autres intervenants puisque nous sommes très nombreux, donc tout le monde intervient. Donc le cas typique, c'est le responsable qualité de service, lui en général travaille à partir des sondages clients pour pouvoir voir par exemple, ils se disent tiens la satisfaction a baissé, ou à quel endroit ça se passe. Donc il a besoin de rapprocher ça avec beaucoup d'autres informations techniques. Donc il sollicite divers intervenants pour récupérer toutes ces informations, qu'il consolide après, toujours avec ses outils, donc Excel ou Access. Ensuite, pour pouvoir faire son analyse de premier niveau. Donc ça, c'est une étape qui, en général, mais quand ça se passe bien, peut prendre 3 ou 4 jours. Parce qu'il faut récupérer des fichiers, etc. Bon, selon la compétence aussi les gens qui se débrouillent très bien avec Excel mettront peut-être moins. Il y a d'autres personnes qui n'y arrivent même pas, d'ailleurs qui n'essaient même plus. Donc après, il peut se poser la question, tiens, j'ai trouvé quelque chose qui me semble un peu anormal. Est-ce que les autres indicateurs, notamment, est-ce que le taux d'appel confirme cette tendance? Donc à ce moment-là, il va devoir encore solliciter quelqu'un d'autre. En général, c'est notre équipe, Data Mining. Donc, comme on a accès à beaucoup d'infocentres, on travaille, on fait des requêtes, des extractions de données. C'est un travail qui n'a pas énormément de valeur ajoutée. Et donc, tout ça prend du temps. Après,
il se dit, est-ce que en fait, toutes ces informations permettent de sortir quelque chose de pertinent? Si c'est non, ben, on recommence. Si c'est oui, à ce moment-là, il peut solliciter des équipes d'expertise pour fouiller les investigations beaucoup plus loin. Alors c'est un process qui est quand même qui était, mais qui l'est encore dans certains cas, assez fragmenté, qui nécessite au minimum 4 intervenants, pratiquement, à chaque fois, et qui prend au mieux entre 2 et 3 semaines, simplement pour dire, voilà la question que je me pose, et demander à quelqu'un de la creuser. C'est quelque chose qui devenait assez difficilement supportable. Donc, comment ça se passe en fait derrière? C'est-à-dire qu'on a nos différentes sources de données, donc, qui ont des technologies très, très diverses. Donc, ça peut être du Oracle, du Teradata, même des fichiers plats, qui représentent en gros plusieurs centaines de milliards de lignes, alors, selon la profondeur de temps qu'on veut considérer, mais c'est à peu près ça, pour à peu près 5-6 mois. Donc on a mis en place une couche de traitement de ces données de type ETL, c'est-à-dire qu'on a extrait les données et on les a fédérées entre elles en respectant les règles métiers. Et ces données qui sont valorisées, on les archive. Donc là, on passe d'un ordre de grandeur de milliards au million. Donc, déjà, on divise quand même assez fortement la quantité. Et en frontal, on a installé justement, c'est là qu'on a utilisé Tableau, parce que ça nous permettait de respecter les principes qu'on s'était fixés. C'est un accès transparent aux données, c'est un outil qui est graphique et assez facile d'utilisation, et qui nous a permis aussi d'ajouter des valeurs aux données de base. Dans le sens où Tableau, quand on crée une connexion, permet non seulement de se connecter à une base de données ou à une table ou une vue, etc. Mais on peut aussi déjà présenter les données d'une façon qui fait du sens au niveau métier et ajouter des calculs. Alors les calculs, bon, il y a un générateur de formules qui est d'une apparence assez standard, mais qui nous offre une très grande souplesse dans la maintenance. C'est-à-dire que si on a les modalités d'un indicateur qui change, parce que ça peut arriver au cours du temps, on n'a pas besoin de traiter les données de base. Il suffit qu'on change la formule et ça se propage à toutes les données instantanément. Donc, pourquoi nous avons choisi Tableau? On a évalué quand même plusieurs outils du marché. Je rappelle que nous, notre besoin, ce n'était pas de faire du reporting, c'était vraiment de l'exploration de données. Donc c'est un outil, il nous fallait un outil qui soit convivial et surtout rapide. Parce que quand on fait quelque chose, on ne peut pas attendre un quart d'heure que la requête s'exécute pour en avoir le résultat. Donc justement, c'est le niveau de performance de Tableau nous a permis de travailler sur des données qui étaient trop lourdes à gérer auparavant, donc nous permis d'explorer des nouvelles pistes. Et en fait, c'est aussi, on parlait de la gamme d'outils, on a, avec les produits, on pu adresser les différentes populations. C'est-à-dire qu'avec Tableau Desktop, ce sont les personnes qui sont en charge des analyses, je dirais, de type avancé. Avec Tableau Serveur, en mode éditeur, ce sont nos utilisateurs qui conduisent en tout cas les analyses de premier niveau. Et puis, bon, bien entendu, il faut toujours communiquer, faire du reporting sur ce qu'on fait. Donc en fait, la partie Tableau Serveur permet en simple visualisation à toute la partie directoriale ou managériale d'accéder aux données et de jouer avec les rapports avec une certaine interactivité. Donc pour les utilisateurs, l'accès aux données est totalement transparent. Et puis comme c'est un outil basé sur le web ou en tout cas sur un serveur, le déploiement est extrêmement facile. Nous on l'a interfacé avec l'annuaire d'entreprise, donc ce qui fait que les droits sont gérés de façon centralisée. Et enfin, ce n'est pas l'argument le moins important, c'est qu'on est resté dans un budget, je dirais, très raisonnable. Alors je ne parle pas des prix de licence, ça c'est plutôt le domaine d'Edouard, mais au niveau configuration nécessaire, c'est-à-dire que
déjà, on n'est pas en in-memory, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de serveur à 512 gigas ou 1 Tera de mémoire. On a un serveur tout à fait standard à 164 gigas de mémoire qui vaut quelques milliers d'euros et qui tourne très bien. Donc ça est pour notre côté, pour une idée en plus qui était assez nouvelle, d'obtenir des budgets de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, tout à l'heure, vous m'avez présenté un cas d'usage avant. Qu'est-ce que ça donne maintenant? On a vu qu'auparavant, il y avait des temps de latence importants, justement. Alors, justement, le même cas d'usage aujourd'hui, ça, on le voit déjà, on a supprimé certains intervenants. C'est-à-dire que maintenant, tout se passe entre les responsables qualité de service et les équipes d'experts. Donc, de nouveau, le responsable qualité de service pour travailler sur sa satisfaction, parce qu'en général, c'est l'outil principal, c'est vraiment la perception des clients. Donc là, avec l'outil QS Explorer qu'on a mis en place, il a tout à disposition sur le même plan. C'est-à-dire qu'il peut suivre à la fois la satisfaction, les taux d'appel, le parc, parce que bon, s'il trouve un segment qui représente quelques dizaines de clients ou centaines de clients, c'est peut-être pas la priorité d'action. Ensuite, comme c'est un outil graphique, il peut très facilement commencer à isoler des segments sur lesquels il pense qu'il y a des choses anormales. Et comme les équipes d'experts utilisent aussi l'outil, il a simplement à envoyer par exemple l'URL de son classeur, de son travail, à un expert en disant voilà, j'aimerais que tu puisses creuser ça pour identifier la raison pour laquelle ça se passe mal. Donc l'expert, en fait, avec le même classeur, peut accéder, lui, aux données unitaires. Donc on a justement une capacité de drill down qui est directement intégrée à l'outil. Donc ça facilite, je dirais, c'est un process déjà beaucoup plus simple. On peut, je dirais, au lieu de 2-3 semaines, saisir ou mobiliser quelqu'un du jour au lendemain. Et tout le monde travaille sur la même source de données, ce qui élimine tous les risques d'incohérence. Alors, je vais vous montrer. On va passer une petite démo. Alors, je rappelle juste que aux auditeurs et téléspectateurs que vous pouvez poser vos questions à tout moment à Yvan Monnier ou à Édouard Beaucourt. On les prendra à la fin. Voilà. Yvan, Yvan, allez-y, oui, pour la démo. Merci. Pour la démo. Très bien. Donc, quand je disais, voilà ce que trouvent nos utilisateurs. Là, je suis avec un navigateur. Voilà ce qu'on leur livre. C'est une page blanche. Donc, ça peut paraître décevant, mais en fait, ce qu'on a voulu, on n'a pas voulu devenir une sorte de service bureau et pondre du rapport en continu. Donc, on leur fournit la connexion aux données. Donc, une fois que c'est accessible en interne, donc ils ont toutes les informations qui leur permettent de créer leurs analyses. Donc, une partie dimension qui sont les axes sur lesquels ils pourront décliner leurs analyses, et puis toute une partie de mesures, donc d'indicateurs sur lesquels ils vont pouvoir découper. Bon, je vais partir d'un exemple assez classique. On part par exemple de la satisfaction globale de nos clients qui a une valeur moyenne d'autour de 70%, et on veut voir comment, si jamais par exemple elle était influencée par le modèle de Box. Bon. Là on est sur les vraies données, c'est ça? Alors c'est un jeu de données un peu truqué pour la démo, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas trop diffusables ni communicables, mais disons que c'est exactement on trouverait exactement la même chose chez nous en interne. Donc on peut après voir si la satisfaction serait par exemple influencée par une combinaison d'équipements en termes de box ou de constructeurs de châssis. Alors par défaut, l'outil propose un certain type de visualisation, mais on peut les changer de façon très facile. Donc bon, ça c'est une visualisation que j'ai massée, qui est en segment. Donc on peut bien entendu changer la palette de couleurs pour que ce soit un peu moins sinistre. Mais déjà on commence à voir se dessiner des endroits où le bleu montre un taux de satisfaction assez important, le rouge foncé ou le marron plutôt moins. Mais là il me manque une chose, par exemple, je voudrais voir si ces segments
représente un nombre de clients important. Donc par exemple, si je mets le... Donc ça prend un peu plus de temps, parce que là, il calcule le parc de clients dans chaque segment. C'est vrai que pendant que ça tourne, ce qui est intéressant, c'est que les auditeurs ne le voient peut-être pas, mais Yvan, depuis tout à l'heure, n'utilise que sa souris et le clic de sa souris. Oui, c'est vrai que j'ai pas une seule, j'ai pas une seule ligne de code à rentrer. Là, je me suis juste trompé dans ma manipulation. Voilà, donc même dans Voilà. l'utilisation de la souris, des erreurs peuvent Ah ben intervenir. mais bon, l'avantage, c'est que j'ai pas... bon, le temps d'attente, je sais pas combien ça a été, mais ça se mesure pas en minutes, quoi. On reste quand même dans des délais raisonnables. On cherche quel volume de données là Alors nous, on travaille sur... là, aujourd'hui, avec l'historique, on a une centaine de millions de lignes. Alors, ce qui se passe, c'est que les données, en fait, sont après, je dirais, retraitées par l'outil Tableau dans son propre format. C'est-à-dire qu'au départ, ça vient d'une base de données, par exemple SQL Server. Si on attaquait directement le serveur de données, là, on aurait passé une bonne partie de la matinée à attendre. Tandis que les données, justement, sont compilées dans le format natif de Tableau, donc ce qui nous offre cette rapidité. Donc là, je m'aperçois que finalement, mes segments sur lesquels la satisfaction était soit très bonne, soit très mauvaise, mais en fait, représentent moins de clients. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les traiter, mais c'est plus des niches. Donc après, on peut... D'ailleurs, c'est quelquefois un peu plus facile de traiter les niches que l'ensemble du parc. Voilà, c'est juste pour montrer en gros comment ça s'utilise. C'est quand même plutôt simple, plutôt convivial. Et là, je voulais aussi vous montrer 2-3 exemples de ce qu'en font les utilisateurs. Je rappelle toujours des amateurs qui, en fait, se savent à peu près se servir d'Excel et pas beaucoup plus. Donc ici, c'est une vue du parc et les couleurs sont la proportion de clients qui ont moins de 2 mégas de débit, parce que maintenant, moins de 2 mégas de débit, c'est vraiment pas ce qu'on peut appeler du haut débit. Donc selon leur offre commerciale et leur ancienneté. Donc on s'aperçoit qu'il y a un impact qui n'est pas seulement technique. Là, nous, au niveau technique, on s'est aperçu qu'en fait, il y a certaines parties qui sont dues plutôt au fait de clients qui n'ont peut-être pas été suffisamment animés et amenés à renouveler leurs offres. Il y a aussi des gens, alors je ne sais pas exactement pour le... Ah, non, il recharge la page, mais des visions de type plus statistique en termes de restitution chandelier. Voilà, ça je ne sais pas exactement ce que cherchait l'utilisateur, j'ai juste trouvé que c'était intéressant de savoir pour quelqu'un qui utilise que Excel, qui a l'habitude de faire soit des camemberts, soit des histogrammes, il commençait à se lancer un peu dans quelque chose un petit peu plus complexe, je dirais, plus statisticien. Donc il y a un certain nombre de choses, mais les restitutions sont peut-être un peu basiques, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi faire des choses assez intéressantes. Et là, ce n'est pas les utilisateurs qui partent d'une feuille blanche. On utilise plutôt Tableau Desktop pour donc le client lourd pour créer la chose, mais ça permet. Là, c'est publié sur un navigateur. Donc, mais en tant qu'utilisateur, je veux chercher des analyses. Alors ici, bon, c'est vrai que c'est un peu difficile de lire. La coloration se fait selon le nombre de ménages dans la commune et le débit moyen, par exemple. Donc, l'idée, c'est que le rouge, ce sont les communes de plus de 3000 ménages qui ont les moins bons débits. Donc, on le voit ici dans le top 10 au niveau national. Mais quand on commence à rentrer dans une région, donc ici, c'est l'Île-de-France. Ça, c'est juste un petit problème de données pour Paris où j'ai des codes postaux qui n'étaient pas passés. On s'aperçoit, par exemple, au niveau débit moyen, qu'on a quand même un problème, en tout cas tel que vu ici. Je rappelle que ce n'est pas forcément la réalité. En tout cas, en grande couronne. Donc ce sont, par exemple, typiquement, ça peut être des communes assez éloignées qui n'avaient pas beaucoup d'équipements, mais qui sont maintenant très peuplées.
Donc au niveau de l'implantation géographique aussi, on a d'autres façons de voir. Ici notamment, on peut voir les chemins de raccordement de certains clients justement sur une base géographique, ce qui parle beaucoup plus avec des choses qui seraient difficiles de voir dans les autres formats de restitution. Voilà, j'ai terminé pour cette démonstration. D'accord, on va passer à une petite conclusion avec les bénéfices et aussi peut-être les bonnes pratiques. Comment on fait fonctionner ce type de projet dans une organisation? Alors les bénéfices pour nous, comme je l'avais dit, c'est que les performances de Tableau nous ont permis de travailler sur les données unitaires, donc, et en offrant tous les niveaux de lecture à partir des mêmes données. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut de la grande synthèse l'aura très facilement, et quelqu'un qui veut travailler sur la base le pourra aussi. Alors pour les utilisateurs, comme vous l'avez vu un peu sur le cas d'usage, c'est un gain de temps énorme qui peut être difficile à croire. C'est-à-dire qu'on passe de 2 à 3 semaines de délai pour commencer une analyse à 2 à 3 minutes. Bon, je dirais, comme j'ai pu vous le montrer. Ça nous a permis aussi d'exploiter des données qu'on ne pouvait pas exploiter auparavant avec les autres outils. Donc c'est des nouvelles pistes à explorer. Plutôt que de travailler toujours sur le même on tournait un peu en rond. Donc maintenant, ça ouvre vraiment le champ des possibles. On peut mettre sur le même plan plusieurs indicateurs, donc on détecte les convergences de façon beaucoup plus facile. Et puis, au niveau du travail collaboratif, comme on l'a vu, tout le monde travaille sur les mêmes données, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable, dans le sens où on risque moins d'incohérence de données. Pour nous, juste parce qu'on l'a fait aussi pour nous servir, ça nous a permis de libérer beaucoup de ressources qui faisaient des tâches plutôt assez basiques de requêtage dans des bases de données pour fournir des informations, à des analyses beaucoup plus poussées en termes de travail sur les données. Alors, pourquoi ça a marché? C'est qu'on a voulu rester agile. Personnellement, j'ai une culture du développement agile déjà depuis pas mal de temps. Donc on a voulu partir sur quelque chose qui était gérable, l'essentiel étant de livrer, que les utilisateurs puissent commencer à travailler avec l'outil. Et ensuite, maintenant, on est en mode de maintenance, je dirais en cycle assez court, c'est-à-dire qu'on intègre des nouvelles données au fur et à mesure qu'elles nous sont demandées et puis qu'on sait pouvoir les obtenir facilement. Donc c'est ça. Il y a aussi une autre chose. Et c'est que Tableau, c'est un très bel outil, mais ce n'est pas la solution miracle. C'est-à-dire si on pense que tout va marcher d'un coup de baguette magique, parce qu'on installe Tableau, je pense qu'on risque d'avoir quelques déconvenus. Donc il faut bien comprendre ce que l'outil fait et ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire que c'est un outil, si on fournit des mauvaises données en entrée, on n'arrivera jamais. Il y a peu de chances qu'on arrive à des conclusions intéressantes en sortie. C'est aussi, comme c'est un outil qui est jugé comme très simple et convivial, il ne faut pas oublier que c'est quand même un nouvel outil et que, nous on l'a vu, les réflexes ne sont pas les mêmes. Par exemple, quelqu'un qui est habitué à Excel aura quelquefois un peu de mal à s'y mettre. Donc on a mis une partie de formation utilisateur qui était assez courte, hein, c'était une demi-journée, en tout cas au moins pour démarrer. Et après, en tout cas le dernier point qui nous aide beaucoup, c'est qu'il y a une base de connaissances assez importante et qui vit tout le temps, parce qu'il y a une communauté d'utilisateurs très, très active et qui enrichit cette base de connaissances pratiquement tout le temps, tous les jours. Moi, je sais que personnellement, ça m'est arrivé d'être bloqué, de poser une question sur un forum, j'avais une réponse dans les 2 heures. Voilà, donc c'est quelque chose qui était très, très appréciable, plutôt que d'appeler le support qui, à mon avis, peut avoir autre chose à faire. Voilà. Merci beaucoup Yvan Monnier pour cette présentation et cette démo. On va passer aux questions-réponses qui nous sont arrivées pendant cette session. Finalement, il y a plusieurs questions qui convergent sur la même problématique. C'est qu'est-ce qui a fait finalement que vous avez choisi Tableau par rapport aux autres concurrents et par exemple par rapport à Qlik, qui est une des questions qui m'est arrivée. Alors, QlikView, on l'a regardé. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le produit. Et ce que j'ai vu, c'est que pour moi, QlikView, ce n'est pas vraiment un outil d'exploration. C'est un outil qui permet de faire du reporting avec énormément d'interactivité. Seulement, si
pour les utilisateurs, si on n'a pas prévu toutes les combinaisons possibles, l'utilisateur, par exemple, sur une interface web, n'y aura pas accès. Donc, on voulait vraiment leur donner une page blanche et avec l'interface web, ils peuvent faire toutes les combinaisons possibles. Alors, faut arriver à les imaginer, mais pour nous, voilà, ClickView ou comme Spotfire, c'était plus des outils qui permettent de faire des reportings très interactifs, mais pas la liberté totale qu'on voulait donner. Bon, la liberté totale dans un environnement bordé. Voilà, c'est essentiellement pour ça qu'on ne l'a pas choisi. Puis, bon, je pense que il y avait aussi un feeling. Moi, je connais bien les utilisateurs. Ça passait pas trop. Voilà. C'est les raisons pour lesquelles on a fait ce choix. Peut-être pour rebondir, Édouard Beaucourt, quels sont selon vous les plus de Tableau par rapport à ses principaux concurrents? Une autre question qui m'a été posée directement là par les internautes. Parfait. Non, mais alors pour souligner les 2 points qu'on a dit au départ, le but n'est pas de spécialement regarder dans le détail et fonction après fonction, mais voilà, la simplicité et la faculté de rendre un utilisateur métier autonome, naturellement dans un environnement de données sécurisé et gouverné par l'entreprise, mais de le rendre complètement autonome dans une démarche exploratoire, dans une démarche d'évolution d'un tableau de bord existant, dans une démarche de combinaison analytique nouvelle. Donc ça, c'est un premier point qui nous remonte chez la plupart de nos clients. L'autonomie utilisateur qui semble être un vrai différenciateur. Le deuxième sujet que j'aborderai également, et on l'a vu dans quelques-unes de nos références nord-américaines, et je pense que nos références françaises également arrivent de plus en plus sur ce sujet, c'est la faculté à Tableau d'aborder des environnements de données très volumétriques. Tableau a fait un choix d'avoir une seule et unique mission, d'avoir un seul et unique métier, qui est de travailler sur le front-end et sur la compréhension et la vision des données. Notre métier, il n'est pas de préparer les données, il n'est pas de charger ou de processer les données. C'est un vrai challenge dans l'environnement Big Data qu'on laisse à d'autres. Il y a énormément de sociétés spécialisées là-dedans et nous, on essaye de tirer le mieux à partir des technologies sous-jacentes. Oracle, Teradata, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que c'est les deux vecteurs, c'est la faculté à gérer des hautes volumétries et la faculté à aborder des utilisateurs de manière complètement simple et autonome pour les métiers. J'ai une autre question qui est un peu complémentaire, question de Pierre, qui demande dans quelle mesure vos solutions sont-elles adaptées au tissu des PME françaises? C'est vrai que dans les noms que vous avez cités, c'est plutôt des grands comptes, voire des très grands comptes, Walmart tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi une solution pour les PME? Et je vais me faire taper sur les doigts par mes collègues qui adressent le monde du mid-market et le monde des PME, puisque nous avons 150 clients actifs aujourd'hui en France. La plus grande majorité vient naturellement du monde des PME. Je pourrais en citer certains que j'ai en tête. Des gens comme la Croix-Rouge française a été l'un de nos premiers clients notoires en France. Je sais également que l'Observatoire des Eaux de Bretagne travaille et publie de manière publique des rapports et des analyses avec Tableau. Donc voilà, on a énormément de clients PME, on a toujours cette faculté, et je rappelle l'un de nos critères de succès selon Gartner, la rapidité d'implémentation et la rapidité projet qui parlent aux PME en général, l'autonomie des services informatiques et des métiers qui parlent également, et puis surtout le fait d'être resté simple. Un seul outil sur la partie création, un seul outil sur la partie déploiement. Ça permet aussi, quand on fait évoluer sa plateforme ou quand on fait des changements ou quand on fait une installation, d'être rapide et simple pour des gens qui n'ont pas spécialement des centres de compétences sans fin. J'ai une question également un peu complémentaire sur la solution au Tableau. Quelle est la roadmap de votre solution, brièvement? Qu'est-ce que vous prévoyez d'ajouter dans les mois ou années qui viennent? Okay. Alors, par rapport à notre roadmap, le terme brièvement est compliqué à aborder, mais je vais essayer de faire simple. Tableau est très ambitieux sur sa roadmap. Tableau a déjà une vision de data storytelling qui est de pouvoir aller de plus en plus loin. Yvan en parlait un tout petit peu en évoquant le potentiel remplacement de la gamme Office, qui est loin d'être l'objectif de Tableau, mais d'aller beaucoup plus loin dans le fait de permettre aux gens de créer leurs analyses et ensuite de les partager et de pouvoir les présenter.
et de pouvoir, ce que je fais moi aujourd'hui quand je présente mes résultats trimestriels, pouvoir présenter un slideshow et faire du zoom dans les données pour avoir des données en live au moment où la présentation se fait. Ça, c'est un des axes sur lequel on travaille. Un autre axe sur lequel on travaille, c'est naturellement accompagner les grands déploiements, et donc ce que j'appelle l'enterprise, le fait de pouvoir accompagner les grands déploiements déjà en travaillant avec les partenaires technologiques qui fournissent des solutions big data, qui fournissent des environnements systèmes X ou Y, et puis savoir aussi préparer nos logiciels pour des déploiements de plus en plus importants. Et puis également un point sur lequel on travaille de plus en plus, cette dynamique cloud avec, comme je le disais, 10% de nos clients, 1500 clients dans le monde qui sont maintenant clients cloud et qui ont cette volonté de faire appel à un service complètement packagé par Tableau et de plus installer du logiciel et conduire du projet comme on conduisait il y a quelques temps. Alors j'ai un certain nombre de questions pour vous, Yvan, qui m'arrivent, des questions assez concrètes sur votre projet. Est-ce qu'on peut savoir le type de votre data warehouse d'abord? Première question de Taoufik. Notre data warehouse intermédiaire, en fait, on a pris une technologie SQL Server. C'est tout simple parce que c'est un outil qui est référencé chez nous. Comme je vous l'ai dit, on a fait ce projet à 2 personnes. Moi, je ne suis pas un expert en SQL, en base de données. La personne avec qui j'ai travaillé, elle est plus que moi. Mais bon, on n'est pas parti sur des choses... Oracle, ça nous semblait un peu assez compliqué. Du Teradata, c'est compliqué, en plus c'est très cher. Voilà, bon, on a stocké ça sur SQL Server, mais cela dit, Tableau attaque... justement, nous, dans nos déploiements, il y a une partie où on attaque directement des serveurs Teradata. Et ça se marche très bien. On a un connecteur, on donne l'adresse du serveur et ça marche comme ça. Une question de Kamel, ne serait-il pas plus bénéfique de travailler en mode mixte, les dimensions légères en mémoire et tout ce qui est détail en mode live? Oui, ça pourrait être envisageable. Pour le moment, alors, quand on dit en mémoire, c'est pas du in-memory, hein, c'est pas... Comme je vous avais dit, on n'est pas sur des technologies où il faut de la grosse machine et assez cher. On n'avait pas... bon, pour le moment, je dirais que c'est quelque chose qu'on y a pensé un peu, mais par exemple, récupérer les détails en live, quelquefois, chez nous, ça peut prendre des heures. Parce que c'est stocké, si on va interroger l'infocentre d'origine, ça peut être extrêmement long. Ouais. Donc on a préféré tout rassembler au même endroit. Et on va prendre encore une ou deux questions. Quel est le retour sur investissement que vous avez? Est-ce que vous avez calculé un retour sur investissement sur Pour le moment, le retour sur investissement, déjà, il est en temps. Je l'ai un peu évoqué, c'est des délais de mise en œuvre. En tout cas, on peut commencer le travail déjà pratiquement immédiatement et non plus après, une fois qu'on a récupéré toutes les données à droite à gauche. Alors, on ne l'a pas vraiment chiffré, mais je dirais que c'est quelque chose... En tout cas, je le vois de notre côté. Par exemple, les études un peu avancées qu'on était amené à faire, au départ, c'était même pas à peine 20% de notre temps. Maintenant, on est à facilement 70% de notre charge d'équipe sur ces études-là. Donc, en fait, ça permet de produire plus de valeur ajoutée. C'est difficilement quantifiable en termes d'argent. Mais je pense que, en tout cas, quand on en voit les bénéfices, quand dans les différentes choses, on présente à des entités en dehors de nos utilisateurs, qu'on leur montre ce qu'on fait comme analyse avec Tableau, ils disent mais comment... La première question, c'est comment je fais pour accéder à l'outil. Il y a un phénomène viral qui commence à être assez important. Donc c'est vrai que tout le monde perçoit la valeur que ça peut apporter, quoi. Et peut-être on va prendre une dernière question de Sébastien également pour vous, Yvan. Quelles sont les limites de Tableau que vous avez touché du doigt en termes d'intégration de sources externes, fonctions évoluées d'analyse, performance également, hein, même si vous avez dit que c'est relativement satisfaisant? Les limites...
il y a certaines limites, je dirais, fonctionnelles. Par exemple, quand on sert de la version navigateur, on est quand même bridé par rapport à la version de desktop. Bon, c'est assez classique, mais comme en fait, les utilisateurs peuvent partir d'une page blanche, j'ai quand même plusieurs fois des retours en me disant mais tiens, ça serait bien si on pouvait faire ci, si on pouvait faire ça. Oui, ça a ses avantages et ses inconvénients, hein. C'est-à-dire qu'on peut contrôler ce qu'ils font, mais il manque peut-être certaines choses ici. Il y a des choses en fait qui sont plus en rapport avec la roadmap, qui permettraient de s'interfacer avec des sources de données mixtes. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, nous, on fait l'entonnoir avant et on présente un seul jeu de données à Tableau. Il me semble que c'est dans les tuyaux où Tableau pourrait déjà directement s'interfacer avec tout le monde et puis faire la collation. Bon, on verra ce que ça donnera quand ça arrivera. Et je dirais, à part ça, le petit inconvénient aussi, c'est que comme les restitutions se font sur Tableau serveur, bah, si on n'a pas accès au portail, parce que bon, après, nous, on n'a pas pris non plus un nombre de licences énorme pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui y ont accès et puis il y a ceux qui ne l'ont pas. Et là, ça crée un gap. Et comme la partie, justement, l'interactivité que propose Tableau dans les reporting permet justement de voir des choses qu'on ne verrait pas en statique, voilà, de temps en temps, c'est un peu frustrant quand on doit exporter tout ça à plat et le mettre dans du PowerPoint. D'accord, merci beaucoup. Merci Yvan Monnier pour votre témoignage. Merci Édouard Beaucourt. Merci. Merci de votre attention. Je m'excuse de ne pas avoir pris l'ensemble de vos questions. Il y en avait de nombreuses autres. Vous pourrez les poser directement à nos interlocuteurs. J'espère que vous avez eu le temps de noter leurs coordonnées qui sont passées sur un slide. Sinon, je rappelle que ce webinaire est disponible par la suite. Vous pouvez le rejouer quand vous le souhaitez à la même adresse. Voilà, merci beaucoup de votre attention et bonne journée.